Bonsoir, chers amis. Nouveau départ. Nous allons étudier ensemble les lois de Yom Tov, les lois des fêtes. La première halakha nous dit la chose suivante. Sheshet yamim ha'el, she'asara nakatuv ba'asiyat melacha, shen rishon u'shvi'i shel Pesach, ve'rishon u'shmini shel Chag HaSukkot, u'v'yom Chag HaShavuot, u'b'chad hachodesh hashvi'i en hanikraim yamim tovim. Déjà, comment définir les Yom Tov? Qu'est-ce que c'est une fête? Alors, ce sont des 6 jours que la Torah énumère, le 1er et 7e jour de Pessah, 1er et 8e jour de Sukkot, Shavuot et Rosh Hashanah. Ce sont 6 jours de la Torah où Shvita Kulan Shava Shen Asurin Lechol Melachet Avodah Chutz Melacha Shetzorech Achila Shenamar Ach Asher Ye'achel Lechol Nefesh V'Gom. La Torah nous a interdit de faire toute Melacha, tout travail durant ces jours de fête, sauf les travaux qui sont nécessaires pour la consommation. La Torah l'a explicitement permis. La deuxième halakha. Kol hashovet melachet avodah be'echad me'en הרי קיים את המעשה שנאמר בהן שבתון, כלומר שבועות. וכל העושה באחד מהן מלאכה שאינה לצורך אכילה, כגון שבנה או הרס או הרג וכיוצא באלו, הרי ביטל מצוות עשה ועבר על לא תעשה. שנאמר כל מלאכת עבודה לא תעשו. כל מלאכה לא יעשה בהם. Alors celui qui garde, ou bien celui qui transgresse le Yom Tov, qu'est-ce que ça vaut qu'il a fait? Il dit, très simple, s'il a accompli la mitzvah, c'est une mitzvah positive, mitzvah assez, et s'il a négligé le Yom Tov, il a transgressé une mitzvah négative. Comme c'est écrit dans les versets, d'une part il y a une mitzvah positive de garder et de se reposer ce jour-ci, et d'autre part il y a une mitzvah négative de ne pas enfreindre le jour du Yom Tov. Et s'il a transgressé le Yom Tov avec la présence de témoins et avec une mise en garde, alors il est passible des coups et donc de la punition. Maintenant, une petite variante qu'il y aura très intéressante en Shabbat et Yom Tov. Les gens ont souvent l'habitude de penser que Yom Tov, c'est exactement comme Shabbat, à l'exception que Yom Tov, on a le droit de faire tout ce qui est relatif à la préparation de la nourriture. Est-ce que c'est vrai? On va voir la réponse dans la halakha suivante. Troisième halakha. Haoseh avot melachot harbe b'Yom Tov, be'atra'a achat, כגון שזרע ובנה וסתר והרג בהתראה אחת, אינו לוקה אלא אחת. Celui qui fait plusieurs travaux durant Yom Tov, il a semé, il a construit, il a détruit, il a tissé, dans une seule mise en garde, alors il reçoit le malkot, les coups, une seule fois. Pourquoi? Parce que chiluk melachot le Shabbat en chiluk melachot le Yom Tov. Ce qui veut dire que quand est-ce qu'on a séparé et qu'on a donné une importance à chaque melacha, une nouvelle importance à chaque travail spécifiquement et individuellement, que c'est pour soi, ça c'était le jour de Shabbat et pas Yom Tov. Et pourquoi? Quelle est la raison? Il y a plusieurs raisons. Je vais en citer une. C'est parce que d'où est-ce qu'on apprend que, par exemple, Shabbat, si on a transgressé Shabbat de plusieurs formes, de 2-3 formes, d'où est-ce qu'on sait qu'on est passible de 2-3 malcotes, par exemple? Pourquoi pas une? Si j'ai enfreint le Shabbat, qu'est-ce que ça change si j'ai fait une chose ou 3 choses? Finalement, ça revient à la même question de fond que j'ai enfreint le jour de Shabbat. Alors, quel est ici le sens? Alors, en vérité, c'est parce que le verset dit une chose très intéressante. Le verset dit qu'il est interdit formellement de faire toutes les melachot, de faire des travaux durant le jour de Yom Tov et de Shabbat. Mais à Shabbat spécifiquement, pas Yom Tov, il y a un ajout, il y a encore quelque chose de supplémentaire que la Torah nous dit. La Torah dit qu'il ne faut pas allumer de feu dans la maison le jour de Shabbat. Loteva haru esh. Et la Gemara pose la question, mais c'est déjà écrit de ne faire aucun travail. Pourquoi est-ce qu'il fallait donc préciser spécifiquement le loteva haru esh par rapport à la question du feu?
Et la réponse, c'est que Avara lechalek yatzat. La Torah m'a mentionné le feu afin de faire la différence et de me dire qu'il faut savoir que le feu, c'est spécial parce que je l'énumère en tant que soi pour me dire que même s'il y a uniquement une seule melacha, un seul travail qui était enfreint, c'est déjà considéré une enfreinte de Shabbat et chaque melacha, je le compte pour soi-même. Tout ça, je déduis de quoi? Du fait qu'il y a une melacha, que c'est celle d'allumer le feu Shabbat, que je la compte pour soi. Alors, cet enseignement-là est écrit par rapport à Shabbat et pas par rapport à Yom Tov. Yom Tov, dans les jours de fête, ce n'est pas écrit cette chose-là, ce n'est pas écrit de passouk spécifique par rapport à aucun détail, et donc j'apprends là-bas la règle générale. Voilà, j'ai enfreint le Yom Tov ou j'ai pas enfreint. Donc si personne l'a enfreint plusieurs fois, ça revient au fait qu'il a enfreint, et donc ce sera un seul malkot. Par contre, à Shabbat, que là-bas la Torah elle énumère quand même un détail, je vois que je compte chaque détail et je comptabilise chaque détail de façon indépendante. La 80 halakha. כל מלאכה שחייבים עליה בשבת ימסור אותה ביום טוב שלו לצורך החקדה, לוקח חוץ מן ההוצאה מרשות והעברה. שמתוך שהותרה הוצאה ביום טוב לצורך אכילה, הותרה שלא לצורך אכילה. Alors, de base, une personne qui va transgresser Yom Tov, pas pour un besoin de nourriture, alors il sera passible de malkot, sauf s'il a allumé un feu à partir d'une flamme préexistante. Ça, c'est la de base. En tout cas, s'il a allumé un feu et ou bien qu'il a fait Otsa'a, qu'il a sorti quelque chose du domaine privé au domaine public ou vice-versa, il ne sera pas passible de punition. לפי מותר ביום טוב להוציא קטן על ספר תורה מפתח וחלץ באלו ברשות הרשות, וכן מותר להעביר אף על פי שאין צורך אכילה, או שאר מלאכות כל שיש בו צורך אכילה מותר גם שחיטה להפיע ולשם וכיוצא בהן, וכל שאין בהן צורך אכילה אסור גם כתיבה והריגה ובעיתן וכיוצא בהן. Alors, il y a quand même une différence entre ces deux choses-là. La Otsa'a de sortir un objet le jour de Shabbat, d'une part, et de l'autre part aussi de faire avara, de cuire, de brûler quelque chose, par rapport et vis-à-vis de tous les autres melachot. Tous les autres melachot, il faut regarder dans le sens absolu, est-ce qu'il y a ici une utilité pour la nourriture? Si oui, c'est permis, et sinon c'est interdit. Tandis que ces deux choses-là, de porter Yom Tov, même de porter de façon générale, la halakha dit que c'est permis. Et également, si on a juste allumé une bougie, même si ce n'est pas une bougie pour cuire quelque chose, on a le droit d'allumer la bougie. D'ailleurs, les bougies de Yom Tov, on a le droit d'allumer même si la fête a déjà commencé. Au contraire de Shabbat. Si Shabbat a commencé, on n'a pas le droit d'allumer les bougies. Par contre, Yom Tov, même si la fête a déjà commencé, on a le droit d'allumer les bougies. Mais est-ce que j'ai le droit, dans tous les cas, de toujours faire une melacha, un travail qui est pour la nourriture? Elle dit qu'il y a une grosse exception, il faut tracer une ligne et savoir quand est-ce que oui et quand est-ce que non. Parce que ce qu'on va voir dans la 5e halakha, כל מלאכה שאפשר לעשות בערב יום טוב, ולא יהיה בה הפסד ולא חסרון, היא נעשית בערב, אסרו חכמים לעשות אותה ביום טוב, אף על פי שיצור אכילה. Si c'est une chose que j'avais pu le faire avant la fête, sans que je n'ai aucune perte, le goût serait le même, ça fait de faire Yom Tov, et ça je ne voulais pas qu'on laisse tout de côté. Donc voilà, Yom Tov, je vais travailler. Non, Yom Tov, c'est un jour de joie, un jour de fête, un jour de célébration. Donc, on fait les besoins de ce jour-là. Mais on ne va pas mettre de côté des choses que j'avais pu le faire sans perdre de la qualité, sans perdre de la fraîcheur. Je ne vais pas le laisser de côté, il fallait préparer à l'avance. ולמה האסור דבר זה? גזירה שמניח אדם מלאכות שאפשר לעשותן בערב יום טוב ליום טוב, ונמצא יום טוב כולו הולך בעשיית אותן מלאכות וימנע משמחת יום טוב ולא יהיה פנאי לאכול. Alors il explique ce que je viens de dire normalement, que les sages ils avaient la crainte simplement que les gens ils vont passer leur jour de Yom Tov à ne pas profiter de la fête. הלכה ו' ומזה הטעם עצמו לא אסרו ההוצאה ביום טוב, אף על פי שכל ההוצאה היא מלאכה שאפשר לעשותה בערב יום טוב, למה לא אסרוה? ולהרבות בשמחת יום טוב והוליך ויביא כל מה שירצה, ישלים חפציו ולא יהיה כמי שלא אסורות,
אבל שאר ההלכות שאפשר לעשות אותן בערב יום טוב, הואיל ויש בהן עסק, אין עושים אותן ביום טוב. Alors, a priori, si on a dit que toutes les choses que j'avais pu faire depuis avant la fête, on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov, comment est-ce que c'est possible qu'on a le droit de porter pendant Yom Tov? À porter. J'avais pu aussi le porter avant la fête. Je n'aurais rien perdu de ça. Alors, quel est le sens de la permission de toujours porter? Et le sens est la chose suivante, c'est que il faut garder l'esprit du Yom Tov. C'est-à-dire, de la Torah, j'ai le droit de porter Yom Tov, vu que pour pouvoir manger, des fois, il faut porter, ramener de l'aliment d'ici à là, donc la Torah m'a permis de porter. Ensuite, c'est les Chachamim qui viennent dans les détails. Ils disent, bon, mais il faut quand même garder l'esprit de Yom Tov. Alors, dans chaque cas, ils vont selon ce qu'il faut faire pour garder l'esprit de Yom Tov. Quand on parle des 39 travaux de façon générale, alors tant qu'il n'y a pas de besoin de le faire, ne le fais pas pour garder l'esprit Yom Tov, afin que tu sois libre Yom Tov. Tandis que le porter dans l'esprit Yom Tov va dans le contraire, que si on veut intensifier dans la joie de Yom Tov, il faut le permettre de pouvoir se déplacer et ramener avec lui ce qu'il a besoin. Alors, la lachava, zayin, keitzad, quel est le cas? En kotzrin, velo dashin, ולא זרים, ולא בורים, ולא טוחנים, תחתים, ולא מרקדים ביום טוב, שכל אלו חיות צבאי, אפשר לעשות אותם ביום טוב, ואין כך הפסד ולא חיסרון. Alors, on ne moissonne pas, on ne bat pas les épis, on ne vanne pas, on ne va pas séparer, on ne va pas moudre le grain, on ne va pas tamiser la farine, parce que tout ça, c'est des choses qui sont possibles de faire avant le Yom Tov, sans qu'on ne perde de la qualité du goût. Donc ça, c'est des choses qu'on ne fait pas pendant Yom Tov, parce que tu avais pu le faire avant Yom Tov. Maintenant, quelle est la liste des choses permises à faire Yom Tov? אבל להשין ואפים שחדים והשלים יום טוב, שאם עשה אלו מבערב, יש בכך הפסד או חסרון טעם. שאין לחם חם או תבשיל שבישל כיום כלחם שנאפה מאמש, תבשיל שנאפה מאמש, ולא בשר שנשחט היום כבשר שנשחט מאמש, וכן כל כיוצא באלו. וכן מכשירי אוכל נפש שיש בין חסרון, אם נעשו מבערב, עושים מתן ביום טוב, כשחיקת תבלין וכיוצא בהם. Par contre, des choses dans lesquelles le goût va se détériorer, ça je peux le faire pendant Yom Tov, donc par exemple pétrir, cuire, cuisiner, faire la shrita, tout ça le goût ne serait pas le même si c'était fait de la veille. Donc j'ai le droit de le faire pendant Yom Tov. Pas seulement les aliments mêmes, mais même les accompagnants, même les épices. Quand on moule les épices, et qu'elles sont fraîchement moulues, alors là, elles sont d'un goût meilleur, donc j'ai le droit de le faire pendant Yom Tov. Alors bon, j'ai le droit de faire Yom Tov des choses qui vont perdre leur qualité. Alors, est-ce que je peux cuire Yom Tov pour le lendemain de Yom Tov? Pour le Chol HaMoed, ou pour un jour de semaine? Et la halakha répond et dit non. Un grand non, on n'a pas le droit de cuire de Yom Tov pour la semaine, comme la halakha nous dit que Ein afin mashlim Yom Tov ma sheyi achel bechol, ולא תרום לך שהיא לצורך אכילה, אלא כדי ליהנות בה ביום טוב. עשה כדי לאכול ביום טוב, ומותר לאכול על אותם בחול. Quand est-ce qu'on a permis de cuire, de cuisiner et de préparer des plats pour Yom Tov? C'est afin de profiter de ces plats pour Yom Tov, mais pas évidemment de Yom Tov préparé pour la semaine. S'il a préparé énormément et qu'il en reste, j'ai le droit de profiter de ça pendant la semaine. Donc de là, de ce dernier détail, il va dériver une chose très intéressante, qu'on pourra finalement préparer un festin pour après Yom Tov d'une façon spécifique. La halakha Yud, la halakha 10, nous explique comment. במעלה אישה קדרה בשר אף על פי שאין הצריכה לה לחתיכה אחת. ממלא נחתום בחבית של מים אף על פי שאינו צריך לקיתון אחד. ובעלה אישה תנור פת אף על פי שאין הצריכה לה לכיכר אחד. שבזמן שהפת מרובה בתנור היא נאפת יפה. ובעלה אחד על כמה חתילות בתור לסבת אחת אף על פי שצריך לחתיכה אחת וכן כל כיוצא בזה. Alors si ce sont des choses
que quand je le fais en, quand je le fais en gros, avec une certaine quantité, ça serait pareil comme de faire uniquement spécifique et en petite quantité, en quantité limitée. Alors, dans ce cas-là, quelle est la halakha? Alors, la halakha, elle est que dans ce cas-là, c'est permis de faire, on va dire même, une casserole entière. Je peux cuire une casserole entière avec de la viande, je peux cuire un four entier avec du pain. Et dit une chose intéressante, que c'est parce que lorsqu'on cuit du pain et qu'on remplit uniquement un seul pain, le goût il est d'une certaine façon, mais lorsqu'on remplit le four, il est rempli de pain, alors ça renforce le goût et l'arôme du pain, et le goût serait donc meilleur. Alors, dans la phrase suivante, on dit אנשים האוכל ביום טוב לאכול בו ביום, השניים הולכים לא באו, ונשאר התפשיט והפת הגזמתה לאכול למחר, בין בחול בין בשבת. כיוון שלא יערים, ואם יערים אסור אפילו בשבת כשאחרי יום טוב, מפני שהחמירו ומערים יותר מהמזיק. Donc s'il a cuit, finalement il s'est même pas servi du tout de rien, il pensait qu'il y aura beaucoup d'invités, il a pris un plat spécial, ils ne sont pas venus. Alors s'il a fait ça vraiment, sincèrement pour Yom Tov, il a le droit de le manger pendant la semaine. Mais s'il a fait dès le départ avec une ruse, les Chachamim lui ont interdit de le faire, et donc les Chachamim c'est très strict, il a essayé de ruser, donc il ne pourra pas cuire et se servir de ça, de ce qu'il a cuit un peu pour le jour de la semaine. Misha Aitalo Behema Mesukanet, לא ישחוט ביום טוב, אלא אם כן עוד יודע שיכול לאכול מרכזי צדדים בעוד יום. שלא ישחוט ביום טוב, מה שיאכל בחול, ובכן כל כיוצא בזה. Celui qui a une bête qui est dangereuse, alors c'est-à-dire un animal qui est malade, qui est dangereusement malade, et donc il devra bientôt faire la shrita. Alors, il est en train de se presser de faire l'abattage rituel, de faire la shrita. Dans ce cas-là, il ne fait pas la shrita parce qu'il a prévu de manger, forcément, mais il fait la shrita simplement parce que, voilà, parce qu'il veut sauver et veut pouvoir consommer de cette bête avant que cette bête ne meure sans shrita. Alors, dans ce cas-là, est-ce que le micro est meilleur? Le son est bon? Oui? Ok. Chazak. Alors, une personne qui s'empresse à faire la shrita à une bête, parce que voilà, la bête, il ne veut pas qu'elle meure sans shrita, il ne veut pas qu'elle meure toute seule. On dit, c'est très bien, tu peux le faire, mais à condition que tu puisses manger au moins un kazaït de la bête pendant Yom Tov. Donc, tu ne peux pas le faire dans les dernières 5 minutes, il faut le faire au moins il y a un certain temps, quelques heures avant la fin de la fête, le temps de faire la shrita, de prendre un morceau de viande, de faire la minicha, de le saler, qu'il y ait plus de sang qui reste dedans, et le temps, bien sûr, évidemment, de le cuire. Mais juste comme ça, je ne peux pas faire la shrita, hop, là, 10 minutes avant la fin de la fête, comme si j'ai fait la shrita. Parce que je n'ai pas le droit de faire la shrita si ce n'était pas possible de consommer pendant Yom Tov. On a le droit de faire des travaux qui sont liés avec la nourriture pendant Yom Tov, mais à condition que je vais consommer pendant Yom Tov. אין אופין משנים ביום טוב ככי כותים וכתבים שנאמר הוא לבדו יעשה לכם ולא לכותים ולא לכתבים. לפיכך מזמנים את הכותים שבשבת זמנים אותו ביום טוב שגזר שמיירבק בשבילו, אבל אם בא הכותים מאליו אוכל אם האלה מה שאין אוכלים שכבר הכינוה. Alors, Yom Tov, de base, on n'aurait pas le droit de cuire. Le fait qu'on a le droit de cuire pendant le jour de Yom Tov, c'est parce que pour nous, ça fait partie de notre jour de Yom Tov, de notre jour de joie, donc c'est une façon de célébrer Yom Tov. Et donc Yom Tov nous demande, célèbre-moi avec des plats
et des plats même tout frais que tu vas cuire le jour même. Et c'est pour ça que cette permission de cuire Yom Tov, c'est uniquement pour celui qui garde le jour de Yom Tov, et donc pas pour le goy, pas pour les animaux, parce qu'eux, ils n'ont pas Yom Tov. Donc, c'est uniquement pour celui qui a Yom Tov, c'est-à-dire le juif, que lui, il a l'obligation de Yom Tov, et en cuisant Yom Tov, en préparant des mets, il va manger ça le jour même, et avec ça, il va faire la mitzvah de Yom Tov, c'est là que Yom Tov le permet. Yom Tov le permet de préparer à manger, si avec ça, il va faire la mitzvah d'avoir la joie de Yom Tov, pas juste de cuire pour avoir du manger. C'est pour ça que Yom Tov fait très attention de ne pas juste cuire pour un ami qui n'est pas juif. On peut cuire pour lui toute l'année, mais pas le jour de Yom Tov. Alors, la lacha 14, במה שחצה שחוטי חצה של ישראל, מותר לשחטה ביום טוב, ושאי אפשר לאכול ממנה כזה בשר בלא שחיטה. הליסה שחצה לקוטי וחצה לישראל, אסור לאפות אותה כשיכול לחלק הבצק. Si une personne a une bête qui appartient en partenariat à un juif et à un goy, évidemment que tu as le droit de faire la shrita. Parce que tu ne pourras pas faire et juste prendre ta moitié pour la cuire et la consommer pendant Yom Tov, sans faire la shrita de toute la bête. Et donc là, toute la bête, elle est ensemble, ça rentre dans le paquet, et donc ça rentre dans ma permission de pouvoir faire la shrita pendant Yom Tov. Mais si j'ai une pâte qui appartient en partenariat à un juif et à un goy, tu n'as pas le droit de cuire juste comme ça. Non, sépare-le, tu peux prendre juste une partie de la pâte. Prends ta partie à toi et tu vas la cuire. בני החיים, שנתנו כמה לישראל לעשות להם פת ביום טוב, אם שנותנים ממנה לתינוק, הם מקטינים ומותר לפותו ביום טוב, שכל פת ופת ראוי לתינוק, ונשאת לכתבים זן שרואים אוכלים ממנה פת נפת ביום טוב. À l'époque, il y avait une chose qui était assez courante, c'est qu'il y avait des armées qui venaient, et quand ils envahissaient une ville, alors ils forçaient les habitants de la ville de les préparer à manger. Alors des fois, ils les donnaient, voilà, ils disaient, voilà, vous avez ici des sachets de farine militaire, faites-nous, allez, faites-nous tant et tant pain pour les soldats. Alors, est-ce que j'ai le droit de cuire pendant Yom Tov? Ça dépend. Si il permettrait que je puisse également goûter et manger pour moi-même quelque chose, voilà, je peux le cuire pour moi-même, alors j'ai le droit de le cuire. Si par contre c'est réservé juste pour eux, je n'ai pas le droit de le faire. Bien sûr, tout ça, c'est s'il n'y a pas de quoi nefesh, il n'y a pas de danger de vie. S'ils sont avec des fusils, soit vous allez cuire Yom Tov pour nous, et seulement pour nous, soit on va vous tuer. La halakha dit que dans ce cas-là, la vie passe avant. Une pâte qu'on donne pour manger pour les chiens, si les bergers ont également l'habitude de manger ça, on a le droit de le cuire pendant Yom Tov. La halakha 15, המבשל ביום טוב לכותים לבהמה להניח לכל מקום שאילו בא או לא אורחים או שהיה אותו תבשיל ראוי להם, עשה להפלוא ולא מותר להאכיל לעניין לכותים לבהמה. Quelque chose de très intéressant. Un juif qui a cuit Yom Tov avec l'intention que ça sera pour la semaine. Bien sûr, c'est interdit. Ou bien la cuit Yom Tov a l'intention de le donner à une personne qui ne garde pas le Yom Tov, à un non-juif par exemple. Alors, il a fait ici une chose qui était interdite. Mais est-ce qu'on va le punir pour ça? On dit non, on ne va pas le punir. Pour quelle raison? On ne va pas le punir parce que si jamais il aurait des invités qui vont venir, qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, il va les donner ce qu'il a préparé. Donc c'est possible que rétroactivement, ce qu'il a préparé serait vraiment là pour Yom Tov. Là, on voit comment la halakha vraiment, elle regarde sur chaque juif avec un œil droit, même s'il a fait quelque chose de très mal intentionné. Je ne vais pas le punir, parce que je veux dire que si finalement il aura l'occasion de s'en servir pour la fête, s'il y a des invités qui vont se présenter à la porte maintenant, il va sûrement les donner. Et donc, ça serait rétroactivement, ça serait finalement pour Yom Tov qu'il a cuit. הלכה 16, רחיצה ושיחה, הרי נכלל אכילה ושתייה עושים בנתן ביום טוב, כשנאמר אך אשר יאכל לכל נפש. לכל שצריך הגוף. לפיכך חמין מיום טוב ורוחץ בין פניו ועיניו רגליו, אבל כל גופו אסור משום גזירת מרחץ. וחמין שהוא חמור מערב יום טוב, ורוחץ בין כל גופו ביום טוב, שלא יעזרו על הדבר הזה, אלא בשבת בלבד. Alors, de manger ne veut pas dire uniquement de manger, mais on peut également faire toutes les choses qui sont les besoins corporels, se laver, se moindre,
c'est inclus dans manger, dans les nécessités donc de l'homme. Donc, on a le droit de faire bouillir de l'eau, un jour de Yom Tov, pour se laver les mains, les pieds, etc. Là, la 17. Kol שעשו בשבת בין שהוא דומה למלאכה, או מביא לידי מלאכה, בין שהוא משום שבות, הרי הוא אסור ביום טוב, אלא אם כן היה בו צורך אכילה וכיוצא בה. או דברים שהם מותרים מיום טוב, ושבול בלפחות אלו. וכל שאסור לטלטלו בשבת, אסור לטלטלו ביום טוב, היה צורך אכילה וכיוצא בה. וכל שמותר בשבת, מותר ביום טוב, יש ביום טוב מה שאין בשבת, איסור מוקצה, שהמוקצה אסור ביום טוב, ומותר בשבת, לפני שיום טוב קל בשבת, אסור בו המוקצה שמה יבוא לזלזל בו. Alors, quels sont les parallèles entre Shabbat et Yom Tov? Qu'est-ce qui est parallèle et qu'est-ce qui ne l'est pas? De façon générale, tout ce qui est interdit Shabbat, même par les Chachamim, même par les sages, c'est interdit également pendant Yom Tov. Par contre, les choses qui sont liées avec la nourriture, ça, c'est interdit Shabbat, mais évidemment, c'est pas mis pendant les jours de Yom Tov. Alors, bon, Shabbat, c'est bien plus fort que Yom Tov. Yom Tov, c'est presque une copie de Shabbat, mais il y a certaines choses de Shabbat qui sont interdites au Shabbat, qui sont bien permis le Yom Tov. Tout ce qui est lié avec les préparations des aliments. Sur ça, vient le Rambam, il dit, dans la dernière ligne de cette halakha, il dit, par contre, il y a une chose qui est bien plus stricte, le Yom Tov, plus que Shabbat. Et c'est le Issur Muktzeh. Et Muktzeh dans le sens de ce qu'on va voir dans la halakha 18. La halakha suivante. Alors, pourquoi c'est tellement strict? C'est parce que les Chachamim, les sages ont vu comment il y a certains qui le prennent un peu à la légère, pour dire ce mot-là difficile. Ils prennent les jours de fête comme des jours qui ne sont pas si importants que ça. Et donc, à cause de ça, il fallait être encore plus strict sur certains détails. On va voir l'explication dans la halakha du traite à la halakha 18. Keitzad. הנגלות עומדת וגננת ביצים בשור עומד לחרישה למשובח ופירות עומדים לסחורה, כל אלו וכיוצא בהן מוקצה הן ואסור לאכול מהן ביום טוב, עד שיכינתן בהן בערב ויחשוב עליהם לאכילה. אבל בשבת הכל מוכן את השבת לנצח הכנה, כשקבוצה אסור ביום טוב, כך הנולד אסור. Alors, j'avais, par exemple, une poule qui était mise de côté pour pouvoir couver sur les œufs. Un taureau qu'on a mis de côté pour pouvoir labourer. Des colombes qu'on a mis de côté, qui restent là-bas, dans leur petit chauvard, dans leur petite maison d'oiseaux. Des fruits qui sont destinés à la vente, tout ça c'est considéré muktzeh. Des choses que je n'avais pas prévu de consommer Yom Tov. La poule, j'avais pu prévoir, voilà, cette poule-là, on va faire la shrita, on va la consommer Yom Tov. Non, mais cette poule-là, j'avais désigné pour autre chose. Ce taureau-là, j'avais pu faire la shrita, l'abattage rituel et ensuite le consommer, mais j'avais mal prévu mon coup, et ce taureau-là, j'avais prévu qu'il sera là pour pouvoir labourer la terre. Dans ce cas-là, toutes ces choses-là, ils sont interdits d'utiliser les jours de Yom Tov, tandis que Shabbat, j'ai pas besoin de prendre des choses spécifiques et de prévoir ce sera possible pour ça. Tant que c'est une chose que c'est permis de le faire, théoriquement, j'aurai le droit de le faire, parce qu'à Kol Mukhan, les Shabbat, tout est considéré prêt à l'utilisation par rapport au jour de Shabbat. Par contre, Yom Tov, il faut qu'il y ait une achana, il faut que ce soit une chose qui soit dédiée à ça. Tandis que si c'est dédié à autre chose, malgré que théoriquement j'aurais le droit de faire la shrita, j'aurais le droit de prendre le taureau et de l'égorger et de le cuire, etc. J'aurais le droit de le faire théoriquement, mais puisque pratiquement ce taureau était prévu pour autre chose, alors on était très strict, on a interdit d'utiliser ce taureau. Et pourquoi est-ce qu'on était tellement strict par rapport à cela?
comme il dit dans la fin de la halakha précédente, la fin de la halakha 17, puisqu'il y a cette légèreté que les gens regardent sur le Yom Tov, c'est pour ça qu'il fallait être assez strict par rapport à cela. Halakha 19, Chol bechin Shabbat, Chol bechin Yom Tov, Ein Yom Tov bechin Shabbat, Velo Shabbat bechina Yom Tov. לפיכך, ביצה שנולדה ביום טוב אחר השבת אסורה, אף על פי שתרנגולת עומדת לאכילה, הואיל מאמש נגמרה הביצה, נמצא השבת מכין אותה ליום טוב. והשרוע בכל יום טוב, גזירה משום יום טוב שאחר השבת, לכן ביצה שנולדה בכל שבת, אסור גזירה משום שבת שאחר יום טוב. Donc on a dit qu'il fallait que la chose ne soit pas juste comme ça, mais que ce soit une chose qui soit préparée, qui soit dédiée à l'utilisation pour le jour de Yom Tov. Le nolad, ce qui est né ce jour-là, est interdit. Alors, si une chose est née un jour de semaine, c'est très bien, je peux m'en servir Shabbat et Yom Tov, mais si c'est né le jour de Shabbat, je ne m'en sers pas le jour de Yom Tov. Pourquoi? Parce que le jour de Shabbat ne peut pas être là en tant que jour de préparation pour un jour de Yom Tov, pour un jour de fête. Et à cause de cela, et avec ça on va rentrer dans une grande règle qui va expliquer sur une nuance entre le premier jour de Yom Tov et le deuxième jour, parce que dans la diaspora on déclare toujours 2 jours, et ça c'est une question du shiur, est-ce que les 2 jours ont la même importance? Alors, il y a cette halakha de Nolad, la halakha que si une chose est née pendant Yom Tov, je n'ai pas le droit de m'en servir. Ça doit être prêt depuis avant Yom Tov. Si une chose est née le premier jour de Yom Tov, est-ce que j'ai le droit, j'ai un œuf par exemple, un œuf qui est né le premier jour de Yom Tov, est-ce que j'ai le droit de me servir de cet œuf-là le deuxième jour de Yom Tov? Alors, on va voir ça dans les halachot suivantes, il y aura différentes variantes par rapport à cela. Dit l'halakha. וכשם שעשו לאוכלה, כך עשו נטלטלה ואפילו נתערבה ב1,000 כולן אסור לפקודה של המלאכה, יותרו הכל, וכל דבר שיש בו ולא מתירין, אפילו ב1,000 אלפים, אלא בטל. השומר תרנגולת ביום טוב ונמצא בביצים גמורות, הרי אלו מותרות, שדבר מצוי תמיד, ודבר זה שמצוי לאקראי, היא בעלמא לא גזרו בו. De la même façon que ces œufs-là, on n'a pas le droit de les consommer, puisqu'ils étaient nés pendant Yom Tov, mais j'ai pas le droit non plus de les toucher, pas seulement eux-mêmes, mais même si c'était mélangé avec 1000 autres œufs, j'ai pas le droit de toucher aucun de ces œufs, pour la raison que, de toutes les façons, attends encore un jour, attends jusqu'à après Yom Tov, ce serait permis. Et donc, pas besoin de l'annuler par 60, etc. Quand on a dit, par exemple, avec les mélanges de lait et de la viande, que ça s'annule, dans le cas de la posteriori, dans le Bediavad, c'est un mélange de 60 fois. Des autres choses, il y a des autres variantes. Combien de fois est-ce qu'il faut multiplier pour que ça s'annule? Alors, l'annuler, c'est très très bien. Mais si c'est une chose que de toutes les façons, ça serait bientôt permis, j'ai pas besoin d'annuler l'interdit. Attends un peu, et ça serait permis. Là, attends jusqu'à après Yom Tov, attends un jour, ça serait permis. Et kol davar sheishlom matirin, chaque chose qui serait permis, même fois 1000 dans le mélange, ça ne s'annule jamais, ça reste interdit. Parce que pourquoi? Attends encore un peu, et tu pourras l'utiliser avec une permission glad kasher l'année à venir. Personne a fait la shrita à une poule, il a trouvé des œufs à l'intérieur, c'est permis parce que c'est une chose qui n'est pas courante. Halakha 21, וזה שנעשים בחוץ לארץ כל יום טוב, ואלו שני ימים מנהגו, ויום טוב שני לא סופרים, ודברים שנתחדשו בגלות. ונעשים בני ארץ ישראל שניהם טובים אליו בראש השנה בלבד, וברכות קודש החודש, מספר זה נברא כאן מנהג זה, ובאיזה טעם עושים ראש השנה ושני ימים בכל מקום. Le fait qu'on regarde un deuxième jour du Yom Tov, c'est un minag, c'est une coutume pour respecter l'habitude de nos ancêtres, que eux ne savaient pas quel jour était le premier jour du mois. Ils étaient trop loin pour obtenir le message dans les délais, avant le 15 Nissan pour Pessah par exemple. Et donc ils gardaient 2 jours, le 15 et le 16, pour le bénéfice du doute. En Israël, ils gardent juste un jour parce qu'eux, ils savent quel jour est quoi. Rosh Hashanah, c'est l'exception, et tout le monde, même à Jérusalem, ils gardent 2 jours, et ça, on va voir dans les lois
de la sanctification de la lune. Quelle est la raison pourquoi est-ce qu'on fait les choses différemment pour Rosh Hashanah? Pourquoi 2 jours, tout le temps et partout? Alors, quelle est la différence entre le premier jour du Yom Tov et le deuxième jour? Dit la halakha suivante. יום טוב שני, אף על פי שהוא בדברי סופרים, וכל דבר שעשו בראשון עשו בשני, ובכלל מחלל יום טוב שני, אפילו של ראש השנה, בין בדבר שהוא משום שבות, בין במלאכה, בין שיצא חוץ לתחום, הממקם אותו במכת מרדות, או בנדין אותו, אם לא יהיה מהתלמידים. אני חושב שהראשון עשו בהספד ותענית, שמחה לחשבי לכן הפרש לעניין מה מת בלבד. Alors, toutes les lois ont la même loi entre le premier jour du Yom Tov et le deuxième jour du Yom Tov. La seule différence qu'il y a, c'est par rapport à un mort. Et quel est le cas du mort? On va voir dans la halakha suivante, la halakha 33, qui est l'avant-dernière de ce chapitre. Keitzat. המת ביום טוב ראשון התעסקו בעקבותיו הכותים, ביום טוב שני התעסקו בישראל. ועושים לו כל צרכיו בנסיעת המיטה ותפיית התכריכים ותזיזת הליצנים וכל כיוצא בזה, וביום טוב שני שגם באמת ככל וחשוב ונפסיד בשנים טובים בשביל ראש השנה. Qui est-ce qui s'occupe d'un mort, un juif qui est mort pendant le jour de Yom Tov? Il y a beaucoup de choses à faire. C'est un peu, ça transgresse un peu le Yom Tov. Alors, le premier jour du Yom Tov, il faut le faire par des goyim, tandis que le deuxième jour du Yom Tov, c'est considéré comme un jour de semaine par rapport aux besoins d'un mort, parce que le respect du mort passe avant le minag, et donc c'est important que ce soit des juifs qui s'en occupent. Le premier jour du Yom Tov, c'est de la Torah, mais le deuxième jour, le minag, les Chachamim ont dit que le minag, la coutume, va passer en deuxième plan, uniquement face à ajouter dans le kavod du maître, dans le kavod du défunt. Et la dernière halakha, שני ימים טובים אלו שגלויות שקדושותיהן בין כאב אחד, לפיכך דבר שמוקצה ביום טוב ראשון, או שנולד בראשון יכין אותו לשני, הרי זה מותר. Ces 2 jours-là sont 2 kedusot, 2 jours, et donc si une chose si est née le premier jour, si un œuf est né le premier jour, j'aurai le droit de m'en servir le deuxième jour du Yom Tov. כיצד? ביתה שנולד בראשון תאכל בשני, ויחיה באופן יצודו בראשון יאכלו בשני, לא מחובר לקרקע שנקרא בראשון ונאכל בשני, וכן מותר לאכול את העין ביום טוב שני, אף על פי שאין שם חולי. באמת דבר מהמורים, de quel cas qu'on a dit qu'on a le droit, si une chose est née le premier jour du Yom Tov, j'aurai le droit de m'en servir le deuxième jour, bien si je suis allé chasser une bête, qu'on a chassé une bête le premier jour, d'aller chasser activement, ça non. Mais si ça s'est chassé tout seul, on a mis des filets et qu'il y a des bêtes qui se sont fait attraper par des filets. Le premier jour. Un premier jour, c'est nolad, c'est une chose qui vient de naître dans ma possession. Je n'ai pas le droit de m'en servir pendant le Yom Tov. Mais le deuxième jour, j'aurai le droit. Parce que c'est 2 jours distincts. Et donc, la raison que je garde les 2 jours, c'est parce que j'ai un doute lequel des 2 jours est saint et lequel est profane. Mais c'est-à-dire que dans le fond, il y a donc un des 2 qui doit être profane. Et dans un jour profane, il n'y a aucun souci de préparer pour un jour de fête pour désigner quelque chose. C'est pour ça que si une chose était nolad le premier jour de Yom Tov, j'aurais le droit de m'en servir le deuxième jour. באמת דבר מהמורים, יש להם דברים שתגלו את השאלה, אבל שני ימים טוב בשביל ראש השנה וקדושה האחת, וכל אחד החשובים של כל אלו הדברים, אלא לעניין המת בלבד. אבל בית השנדה בראשון של ראשון אסור לשני, וכן כזה בזה, שבת תוכל לדעת ונולד בעצה אחת באחד מן אסור גם בשני, וכן כל כזה, אפילו נולד ביום שני, אם לא תאכל בשבת הסמוכה, לא. Tout ça, c'est tout par rapport à toutes les fêtes, sauf Rosh Hashanah, qui est vraiment très spécial. Rosh Hashanah, les 2 jours sont considérés comme un long jour. Et donc, si on a un œuf, par exemple, qui est né le premier jour de Rosh Hashanah, on n'aura pas le droit de s'en servir le deuxième jour de Rosh Hashanah. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait vraiment comprendre quelle est la différence entre les 2 jours de Rosh Hashanah et les 2 jours des autres fêtes. Ce serait expliqué dans les lois de Kiddush HaChodesh, la sanctification de la lune, que d'habitude, les 2 jours de chaque fête, de base, pourquoi est-ce qu'on reste avec 2 jours? La Torah m'a parlé uniquement de 1 jour, parce que j'avais un doute. C'était quel jour? Donc, un jour, dans le fond, il doit être profane. Donc, j'ai 2 jours distincts. Tandis que Rosh Hashanah, on gardait toujours 2 jours. Et donc, les 2 jours ne font que 1 jour. Vu que c'était pas tellement pour le doute, mais c'était plutôt une instauration que tout le monde doit garder. C'était aussi lié qu'un doute, mais finalement, c'était une instauration forte, sans différence. Tout le monde, même à Jérusalem. Et c'est pour ça que les 2 jours de Rosh Hashanah sont considérés comme un long jour.
Voilà, et donc, les 2 jours des fêtes ont la même importance, sauf pour la question du mort, que le 2e jour de la fête, on a le droit de profaner Yom Tov pour le respect du mort. Et d'autre part, Shabbat et Yom Tov sont presque égales, sauf que Yom Tov a le droit de faire les besoins qui sont liés avec la achana pour le manger, pour préparer de la nourriture. D'autre part, pour pas que les gens méprisent et négligent l'importance du Yom Tov, il y a certains détails qui sont plus stricts, comme le Issour de Mouktsé et le Issour de Nolad. Il faut que la chose soit désignée avant pour l'utilisation pendant Yom Tov. Voilà, donc là, c'était uniquement le début des lois de Yom Tov. Et de Zat Hashem, on va bien apprendre et bien maîtriser ces lois. Il y a uniquement 8 chapitres. Et donc, de dimanche à dimanche, Zat Hashem, en 8 jours, ça serait fait, Zat Hashem, pour célébrer le prochain Siyum dans une semaine de Zat Hashem. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.